Roubiac, bonjour. Vous êtes historienne médiéviste, spécialiste de littérature médiévale, professeur en Californie à UCLA. Vous avez publié de nombreux ouvrages en anglais et en français, pour en citer que quelques-uns: Bloodless Genealogies in the French Middle Ages en 2005, L'archéologie pornographique, qui est traduit de l'anglais vers le français, et les deux derniers, Médiéval contemporain pour une littérature connectée en 2020, l'ultime, Les fixeurs au Moyen-Âge, que vous avez écrit en français en 2021. Pour commencer et évoquer tout à la fois vos réflexions et vos logiques de recherche, mais aussi ce livre en particulier, je voulais vous poser la question de l'anachronisme. Dans le titre, fixeur est un mot contemporain, ce qui joue de ce décalage. Dans quelle mesure l'anachronisme participe-t-il de votre pratique de l'histoire ? Moi, je dirais que l'anachronisme est la pratique historique. C'est-à-dire que l'anachronisme, c'est vraiment une production de l'historicité. C'est comme ça que je l'entends. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'exemples. Les fixeurs, c'est peut-être le dernier en date, mais on a beaucoup d'exemples des travaux des historiens où, en fait, on prend des termes ou des concepts qu'on n'avait pas avant, qui sont contemporains ou qui sont plus modernes que le Moyen-Âge, et qu'on les utilise pour faire un travail historique. Donc, les fixeurs, c'est simplement le dernier en date qu'on rajoute à une longue liste d'anachronismes terminologiques. Je pourrais par exemple dire il y a eu certainement beaucoup de discussions et de débats dans le passé, par exemple sur la question de religion, qu'est-ce que ça voulait dire, est-ce que c'est le bon terme à employer, ou même économie. Donc des concepts plutôt larges. Et aujourd'hui, on pourrait parler des termes, par exemple, comme la race, est-ce que c'est approprié au Moyen-Âge, ou même voir la nation, évidemment. Donc les fixeurs, encore une fois, c'est tout simplement prendre pour moi un dispositif qui va nous aider à voir quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui va nous donc aider à explorer cette période médiévale qu'on dit médiévale. Alors, je pense que pour l'anachronisme, il y a souvent deux façons dont on procède, deux façons de direction. Hein. On prend un terme contemporain et on va vers le Moyen-Âge, on explore quelque chose, donc d'une manière, on va dire, ascendante, hein, d'une manière rétrospective. Et puis, on a l'autre façon de procéder, dans la continuité, dans la diachronie. Donc, on commence par le Moyen-Âge, souvent, et on continue jusqu'au contemporain, ou jusqu'au moderne, ou jusqu'au contemporain. Et là, c'est donc cette façon descendante, on va dire, diachronique, qui nous permet de réfléchir historiquement. Ça, c'est les deux directions. Elles sont souvent positionnées sur des ressemblances, sur des similitudes, ou alors des recherches de rupture. Donc, ça c'est pas quelque chose qui m'a intéressé ici. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est vraiment une troisième voie, en fait, de comment faire l'histoire, comment penser l'histoire, finalement, comme une rencontre. Une rencontre entre deux dispositifs différents, deux dispositifs travaillés chacun à part, donc une rencontre dans la différence, plutôt que dans cette recherche, comme je le disais, des ressemblances ou des continuités, voire de ces ruptures qu'on dit être radicales entre deux périodes, etc. Donc la rencontre des dispositifs dans la différence, ça c'est quelque chose que les fixeurs font ici, puisque poser la question des fixeurs, c'est poser une question au Moyen-Âge, à la période médiévale, qu'on n'a pas encore posée, donc faire en fait surgir des réponses qu'on n'aurait pas, ou des constats qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. De la même façon, faire ce travail sur le Moyen-Âge fait surgir une réflexion sur le don, sur l'économie du don, et donc j'en ai profité pour poser cette question aux contemporains, notamment puisque je parle des fixeurs au Moyen-Âge, mais je parle des fixeurs contemporains, les fixeurs afghans de l'armée française, et ça me permet de poser cette question du don aux personnes,
des personnes aux personnes, mais aussi du rapport des fixeurs, des personnes aux États. Poser la question des fixeurs au Moyen-Âge fait surgir quelque chose de nouveau. Poser la question du don aussi fait surgir quelque chose de nouveau pour le contemporain. Et ce sont deux pratiques historiques en fait, que j'appelle de deux façons différentes. D'une part, je dis que poser ces questions pour le contemporain, c'est en fait l'histoire qui devient l'outil archéologique du présent. Et d'autre part, je parle d'une sorte d'archive historique, surtout de la littérature conçue très, très globalement, très largement. Donc la littérature comme une archive historique des possibles futurs. Et là, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de la Bourgogne, qui, on dit très souvent que c'est un royaume inachevé, c'était la principauté médiévale du XVe siècle, donc un royaume inachevé, ils n'ont jamais eu le titre royal, mais en fait, en revanche, je dis, avec cette perspective de parler des fixeurs, ce qu'on peut voir, c'est que ça devient un empire accompli. Et en quoi est-ce que vous pensez que cette notion d'empire apporte quelque chose à votre démonstration? L'utilisation de l'empire plutôt que la notion de royaume? Puisque je me focalise sur les intermédiaires, sur les fixeurs, j'ai en fait beaucoup profité des travaux sur l'Empire de Jane Birkbeck et Frederick Cooper, qui donc ont travaillé sur une durée quand même de 2000 ans. Et le grand constat qui m'avait beaucoup frappé à l'époque où j'avais déjà travaillé pendant plusieurs années sur cette question des fixeurs et des intermédiaires, c'est que en gros, ils disent deux choses. Pour moi, ils disent l'empire, c'est une forme étatique extrêmement longue. Donc, eux, leur travail, c'est sur 2000 ans, cette histoire globale des empires. D'autre part, l'autre forme étatique, celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'État-nation. Mais c'est en fait, sur la longue durée, une forme étatique extrêmement brève et très, très nouvelle, et peut-être pas celle qui va peut-être pas perdurer. C'est ça en fait, l'hypothèse de leur travail. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux formes d'État? Dans leur analyse, ils nous démontrent que l'empire ne peut pas exister sans intermédiaire. Toute la construction d'un empire, c'est le travail des intermédiaires qui, pour eux, bien sûr, sont dans un sens politique. Donc, tous les administrateurs, tous les officiers, tout ce qui fait tourner finalement le gouvernement, mais dans le sens de régner ou de gouverner. Et je l'élargis dans le contexte de la Bourgogne. Je l'élargis parce que je dis, oui, certes, il y a la gouvernementalité, hein, le concept foucaldien de gouvernementalité, mais aussi en Bourgogne du XVe siècle, on voit qu'il y a ce que j'appelle la culturalité, c'est-à-dire que les intermédiaires non seulement font fonctionner cette Bourgogne qui a cette forme impériale au fond, puisque c'est des territoires non contigus. On a une Bourgogne des Pays-Bas, mais on a aussi la Bourgogne, le duché, à Dijon. Donc ce sont des territoires non contigus où les intermédiaires relient et tissent finalement cette société et cet État. Et vu que historiquement, on se concentre surtout sur le fait social, le fait politique. C'est quand même l'histoire des événements, l'ancienne tradition historiographique qui prime. Moi, j'ajoute à ça cette question de la culturalité, donc des intermédiaires que nous, on dirait culturels. Mais en fait, ce que je montre dans le livre, c'est que ces intermédiaires culturels, ces fixeurs, et on en trouve plein de traces dans justement les prologues qu'on adresse au duc de Bourgogne, qui sont donc les traducteurs, les écrivains, les enlumineurs, toute une production, on dirait aujourd'hui, du livre et des livres, mais c'est eux, finalement, qui construisent une forme de chemin de route pour cet empire qui va advenir. Et donc, je dis, il faut qu'on mette à égalité finalement ce qu'on dirait être les intermédiaires politiques et ce qu'on dirait aujourd'hui être les intermédiaires culturels. Et il faut regarder dans l'ensemble comment donc la forme impériale fonctionne. Alors, je reviens à l'idée de l'État-nation,
Parce que ce que je dis aussi, c'est, encore une fois, je me base sur ces travaux de Burbank et Cooper, c'est que finalement, les États-nations adviennent grâce à une insurrection des intermédiaires. Et c'est là où on a une forme d'identité qui se crée, qui est à la base ethno-linguistique, mais qui est aussi un peu, on va dire, il y a une forme d'abstraction, et il y a une forme aussi de rapport direct de chaque individu, de chaque citoyen d'un État-nation à cette identité donc ethno-linguistique. Et puisque c'est une insurrection des intermédiaires, pour rentrer dans une forme de contact finalement direct avec cette notion abstraite de ce que c'est qu'un État-nation, mais qui produit des choses, des symboles ou des formes d'identification ou des formes de projection d'images, cela veut dire que l'intermédiaire là se trouve exclu. En fait, la base donc étatique de l'Empire, et c'est l'intermédiaire, et je pourrais dire, suite à mes travaux, que la base de l'État-nation n'est pas l'intermédiaire, c'est plutôt l'idée d'une gouvernementalité directe. D'ailleurs, on le voit survenir beaucoup ces derniers temps dans les discours politiques, cette notion, par exemple, de la démocratie directe, de lien direct, etc. Vous pourriez même dire que c'est, pour donner un exemple de l'élimination des intermédiaires, on pourrait dire, par exemple, le protestantisme, quand même, le luthéranisme, c'était quand même basé sur l'idée que le prêtre n'est pas nécessaire. Hein. Chaque croyant a un accès direct au divin, enfin à Dieu, et c'est de ça exactement qu'il s'agit. Je pense que l'État-nation exclut, en quelque sorte, rejette, refuse l'intermédiaire, et je dirais que c'est exactement ce qu'on voit en fait aujourd'hui dans nos sociétés, le problème des intermédiaires, des corps intermédiaires, dans le fonctionnement de l'État, dans le fonctionnement des gouvernements, et je dirais que les intermédiaires aujourd'hui sont en fait un gros, peut-être le plus grand défi démocratique pour nous. Il y a beaucoup de contemporains dans ce dernier livre, mais on y retrouve aussi une ancienne question sur laquelle ont beaucoup écrit les anthropologues, celle du don. En quoi est-ce que votre réflexion sur les fixeurs vous a-t-elle amené à reposer cette question du don ? J'ai vu que ce qui se passait en Afghanistan contemporain, c'est-à-dire lors de l'intervention des pays occidentaux dans ce pays, tous les pays, toutes les armées d'intervention avaient besoin des fixeurs. C'est le cas, évidemment, c'était le cas de l'armée française aussi, qui embauchait les fixeurs afghans sur place. Et ce qu'on a vu en août 2021, donc très récemment, c'est une histoire très récente, d'ailleurs qui continue au moment actuel, c'était la question de la dette des États envers leurs fixeurs afghans, en l'occurrence leurs fixeurs afghans. Évidemment, cette question, on pourrait la poser aussi aujourd'hui pour la France, ce qui se passe au Mali. Donc, les fixeurs, comme je le disais, ces intermédiaires qu'on refuse, qu'on ne veut pas, l'État-nation ne veut pas être finalement en dette ou en dépendance à des intermédiaires, puisque ce n'est pas dans la forme étatique de l'État-nation, dans son fonctionnement. Ce qu'on a vu arriver avec l'Afghanistan, c'était une forme de déstabilisation de l'État français, d'ailleurs de l'État américain, de l'État britannique, allemand, etc. Donc la déstabilisation par ces fixeurs, par ces intermédiaires qui ont servi les armées, qui ont fait un travail gigantesque sur place, non seulement du point de vue des médiations, certainement, mais tout simplement, ce que je dis, le don de la vie aux soldats français, en l'occurrence. À chaque fois qu'un fixeur
sortez sur le terrain, c'est un travail non seulement d'interprétariat, c'est-à-dire non seulement un travail de traduction de langue, c'est un travail d'être guide, d'être justement intermédiaire, de négocier, et certainement avec le but principal de protéger les vies de ces soldats et de les sauver quand il faut, et ça veut dire tous les jours, quotidiennement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un fixeur, chaque fixeur afghan, alors que la France a employé environ 800 personnes dans ces fonctions-là, pour les 800 qui ont pu travailler pour la France, combien donc de fixeurs équivalent finalement au nombre de soldats, de vies de soldats sauvés? Et c'est ça la question, c'est la question de le don, ce que j'appelle le don de la mort finalement, puisque ce que je dis, c'est que le fixeur qui sort sur le terrain dans une guerre sourde, dans un conflit armé qui continue avec beaucoup d'hostilité, des attentats, des attaques tous les jours avec des cibles, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce fixeur, il a en fait déjà renoncé en quelque sorte à sa vie, c'est ce que j'appelle le don de la mort, et pour sauver les vies. Donc, il donne sa mort à l'avance pour sauver les vies de ses soldats. Quand ce contrat qu'ils ont conclu, les fixeurs, avec l'armée française, est rempli, c'est-à-dire les vies des soldats français sont sauves, ce fixeur, il est toujours potentiellement déjà mort, puisque, c'est ça ce qu'on a vu, puisque les talibans ont des listes, ils savent très très bien qui ont été les gens qui ont travaillé avec les Occidentaux, et que ces gens continuent non pas d'être en vie, mais dans une forme de suspens par rapport à la vie, puisqu'ils doivent se cacher et qu'en fait ils se promènent avec une grande cible sur le dos. Donc, le fixeur qui en fait endette l'État, qu'est-ce que l'État donc lui doit au-delà de cette question de contrat rempli, on vous a payé, vous nous avez sauvé les soldats. La question que je pose tout au long du livre, c'est qu'est-ce que les États occidentaux d'aujourd'hui doivent donc à leurs fixeurs? Est-ce qu'on est vraiment quitte une fois que le contrat a été rempli, vu qu'il s'agit des situations de vie et de mort? Et en lien avec cette situation, on vous a beaucoup demandé de relier votre propre expérience de fixeuse pendant la guerre en ex-Yougoslavie à la genèse de ce livre. Plutôt que d'interroger cette proximité, je voulais plutôt vous demander quel a été le processus de mise à distance de cette expérience pour en faire, en réalité, pour créer un objet d'étude. Ça fait très longtemps que je réfléchis là-dessus, c'est-à-dire que la mise à distance a commencé très tôt pour moi dans les années fin des années 90 déjà, puisque j'avais beaucoup écrit sur la traduction, c'est-à-dire j'ai un profil bien sûr de médiéviste, mais aussi j'ai beaucoup travaillé dans la théorie de la traduction, et notamment théorie de l'interprétariat. Et donc j'avais beaucoup écrit déjà à partir des années 90 sur la violence, la traduction et la neutralité. Donc j'ai pris mon expérience puisque je ne savais pas à l'époque que j'étais une fixeuse. C'est un terme pour moi que j'ai découvert justement au moment des guerres en Irak et en Afghanistan. C'est là où on a commencé à en parler vraiment plus largement, on a commencé à en parler dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat, dans des travaux universitaires, etc., puisque c'était un terme presque omniprésent, tout le monde dépendait des fixeurs. C'est là où moi-même je me découvrais avoir été fixeuse. Or, à la fin des années 90, j'ai essayé déjà d'analyser le dispositif que moi-même j'ai vécu pour comprendre, en gros, d'une part, pourquoi l'intervention occidentale se placer dans une forme de neutralité plutôt que d'objectivité. Donc il y avait déjà cette idée de vouloir comprendre pourquoi on arrive neutre, on n'arrive pas comme un arbitre, mais on arrive sans vouloir être un arbitre.
Et quel est donc le rapport de la neutralité à l'objectivité? Ça, c'était une partie de ce travail. Et l'autre partie de ce travail de mise à distance, c'était pour moi de comprendre pourquoi moi-même, je n'étais pas en tant que fixeuse, en tant qu'interprète, mais vraiment fixeuse, pourquoi j'étais toujours suspecte de quelque chose. On me soupçonnait toujours de quelque chose. Alors, j'étais bénévole, je n'étais pas payée, j'étais payée par personne, donc il n'y avait même pas un contrat, mais mon propre pays, souvent, la perception, c'était que nous, on travaillait avec nous, les fixeurs, on travaillait avec ces étrangers, les observateurs de la communauté européenne, une fois que l'ONU est arrivée avec l'ONU, les forces onusiennes, et qu'on était en quelque sorte des traîtres à la patrie parce qu'on traduisait et on faisait le médiateur et le négociateur pour ces troupes ou pour ces observateurs. Et j'avais déjà fait ça. Et je n'ai jamais voulu, en fait, dire ni faire une autobiographie, ni faire une égo-histoire. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt, parce que la position que je prends dans ce livre, c'est de dire, au fond, mon expérience n'est pas exceptionnelle. Quand on me pose cette question, c'est toujours qu'on part à la recherche de quelque chose d'exceptionnel que j'aurais vécu. Or, ce qui est exceptionnel dans ce que j'ai vécu, c'est ce que je peux produire par cette mise à distance qui, du coup, prend quelque chose qui est personnel à la manière universelle. C'est ça qui est exceptionnel. Mais mon expérience, en quelque sorte, elle est tout à fait banale. J'ai vécu la même chose que beaucoup d'autres. Donc, ce n'est pas parce qu'une situation de guerre est extrême et que nous, à l'Occident, on vit les guerres comme une forme d'exception. D'ailleurs, ça a beaucoup changé, je note ça a beaucoup changé depuis, pour les États-Unis, bien sûr, depuis le 11 septembre 2001. Certainement en France, il y a un éveil très fort à la vulnérabilité occidentale depuis le 13 novembre 2015. Mais néanmoins, on avait pendant très longtemps une tendance à réfléchir à la guerre comme quelque chose qui est extrême. Or, moi, je prends ces situations de fixeur et tout ce travail d'intermédiation, ce questionnement sur l'économie du don, je le prends certes dans des situations extrêmes, mais pour dire ces rapports-là, ces mécanismes-là, ces dispositifs-là, en fait, ils sous-tendent toute forme de communication, qu'elle soit lors des temps de guerre ou lors des temps de paix, peu importe, c'est quelque chose. Cette communication, le problème d'intermédiation et de communication, ces problèmes-là sous-tendent tout notre vécu. En fait, ça fait partie vraiment de notre quotidien. Donc c'est peut-être extrême, mais ce n'est pas exceptionnel. Au contraire, c'est quelque chose qui fait partie, comme je le disais, de notre quotidien. Vous insistez justement sur l'importance des situations de médiation et d'intermédiation, sur le fait aussi de la rendre visible. Le fait même de publier ce livre participe du fait de visibiliser ces figures d'intermédiaires. Comment est-ce que vous envisagez vos pratiques de médiation dans votre vie de tous les jours au sein de l'université dans laquelle vous travaillez? Est-ce que ça vous fait porter un autre regard sur ces pratiques-là? Je vous remercie de cette question, parce que vous avez raison. Je pense que faire la promotion de ce livre participe tout à fait à une forme de vouloir faire aussi l'intermédiaire des intermédiaires. Je suis la fixeuse des fixeurs, en quelque sorte, et de visibiliser un travail qui n'est pas un métier. Ça, je voudrais vraiment souligner ça, qu'il s'agit d'un travail, il s'agit peut-être même d'une vocation, mais il ne s'agit pas d'un métier. Alors comment est-ce qu'on décrit, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on note? Est-ce que le travail, quand ce n'est pas un métier, existe? Et d'ailleurs, pour les fixeurs, est-ce qu'un travail existe quand il n'y a pas d'œuvre? Ça, c'est vraiment, je pense, des questions très, très intéressantes. C'est pour ça aussi qu'il est difficile, parfois, je pense, de parler d'être fixeuse, parce que
On attend, évidemment, au sein de l'université, on attend aujourd'hui d'abord de quantifier nos travaux, donc de les matérialiser en quelque sorte, d'avoir des rendements, n'est-ce pas? Donc être fixeur, ça, voilà, une manière d'en parler, c'est vraiment de faire comprendre comment ce dispositif de fixeur marche et que ce travail-là produit, même si le fixeur n'est pas propriétaire de son œuvre. Et au sein de mon université, j'enseigne, comme vous le savez, à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. Bien sûr, je suis enseignante aussi. Et, le travail d'enseignant, c'est toujours un travail de transmetteur. Moi, le plus souvent, je dis, en fait, je ne travaille pas sur la traduction, je travaille sur la transmission. Et ça, c'est bien sûr, donc ça fait partie quasiment constitutionnelle de ce que je fais. Mais l'autre chose que j'ai faite, et je me suis beaucoup engagée depuis plusieurs années à UCLA, c'est d'une part, j'ai commencé avec un groupe de collègues, et on avait commencé un séminaire méthodologique. Que maintenant, ça dure depuis 9 ans, cette aventure. C'est absolument pas institutionnalisé. Donc, en tant que fixeuse, j'ai rassemblé un groupe de collègues et on fait un séminaire méthodologique pour tous les étudiants, tous les doctorants qui arrivent à l'université dans leur première ou deuxième année, que ce soit pour l'Antiquité tardive, le Moyen-Âge et les premières modernités. Donc on fait un travail méthodologique, on prépare ce cours et c'est chaque année, c'est un autre collègue qui l'enseigne et avec bien sûr des invités, des experts externes et aussi internes. Voilà, ça c'est une façon, mais par exemple ça c'est un travail donc et pour les collègues et pour moi, on va dire un peu invisible, même s'il est très très visible aujourd'hui à UCLA parce que voilà, ça fait 9 ans qu'on le fait et que ça marche très bien et donc tout le monde sait ce que c'est que Lamar Seminar. Tout le monde sait, d'ailleurs les étudiants arrivent et demandent est-ce que je peux suivre le Lamar Seminar. Voilà. D'autre part, je me suis vraiment beaucoup engagée en tant que directrice du Centre des études médiévales et de la Renaissance à UCLA. D'ailleurs, on vient de changer le nom de ce centre qui existera bientôt depuis 60 ans. Alors, il y a 60 ans, évidemment, les études du Moyen-Âge et de la Renaissance étaient surtout à la base centré sur l'Europe, éventuellement sur le bassin méditerranéen. Nous nous appelons maintenant Center for Early Global Studies parce que là, en tant que fixeuse au sein de l'université, j'ai pris conscience très, très forte que d'abord on est en Californie, on est dans un pays déjà pour commencer qui n'a pas eu un Moyen-Âge, mais on est en Californie qui a eu pas un Moyen-Âge, mais qui a une histoire qui correspond dans les temps, une histoire d'indigénéité. Il y a une histoire aussi vers le Pacifique. Donc on est au bord du Pacifique, on communique beaucoup avec l'Asie de l'Est. Et il y a une autre histoire de ce Moyen-Âge, de cette période qu'on dit être le Moyen-Âge, qu'on peut travailler aussi avec l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi à la fois d'appeler le centre Early, parce que c'est un terme qui correspond à beaucoup de collègues qui travaillent sur l'Asie, sur l'Afrique, sur les Amériques, plutôt que Medieval, et certainement plutôt que la Renaissance. Et donc, aussi Global Studies, pas forcément pour faire de l'histoire globale, mais que de nous permettre, en fait, de faire un travail de ce que j'appelle les méthodologies connectées, qui fait que même pour les parties du monde, parce que le centre couvre en fait la période entre le IIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, donc même pour les périodes avant les débuts des mondes connectés, donc on a des régions entières qui sont connectées entre elles. Et comment on va connecter ces régions? On va les connecter dans un échange des savoirs, des connaissances, des méthodologies. Et c'est ça qui nous permet finalement de travailler d'une manière de global studies, en fait, d'une manière connectée.
En lien avec vos pratiques de travail en tant qu'historienne, je voulais revenir sur le fait que ce livre est issu d'une série de conférences que vous avez données au Collège de France, et je voulais savoir en quoi le contexte institutionnel et la période de résidence en France avaient marqué la fabrique du livre et la manière dont vous y menez votre réflexion. Il est marqué d'une manière très forte, d'abord parce que je l'ai écrit en français, directement en français. D'ailleurs, comme j'avais écrit le livre qui a été publié en 2020, Médiéval contemporain, ce livre aussi, je l'ai conçu lors de mon séjour en France et je l'ai écrit en français. Là, pour moi, étant européenne, mais travaillant aux États-Unis, venir en France et pouvoir faire un cours au Collège de France en tant que professeur invité m'appelait en fait à réfléchir au rôle que je pouvais imaginer avoir au sein du Collège de France. Voilà, j'arrive. À qui je m'adresse? Ma question, dès le début, c'était à qui je parle. Pour moi, de loin, le Collège de France, c'est justement une institution publique, ouverte au public général, au grand public. Donc, il fallait trouver un moyen à parler à ce public. Et en quelque sorte, arriver au Collège de France, même si c'est une institution très ancienne, m'a libéré. C'était pour moi une prise de parole. J'ai pu d'abord m'exprimer en français directement, cette langue que je trouve extrêmement à la fois poétique et rationnelle, donc qui permet d'une manière très polysémique, qui permet le dit de quelque chose que je ne trouve pas, enfin je n'arrive pas toujours à faire en anglais. Donc je pouvais m'exprimer en français, je pouvais parler, je me suis donné cette liberté de parler du Moyen-Âge, mais de parler du Moyen-Âge et de l'Afghanistan, donc de faire en fait une mise en pratique de ce médiéval contemporain, parce que je pensais que ça parlerait au public. Et finalement, ça m'a aussi libéré d'utiliser les grands penseurs français comme Bruno Latour, Jacques Derrida, bien sûr Marcel Mauss, mais aussi Giorgio Agamben et Maurice Godelier, etc., dans une réflexion continue entre, on va dire, la philosophie, la théorie, les grandes questions que ça pose sur la vie, la mort, la médiation, etc., la langue, surtout la langue, le don, et comment cela peut contribuer ou faire travailler donc ce double anachronisme qui m'a intéressé dans ce livre. Et vous travaillez actuellement sur le tome 2 de ce livre qui sera publié en anglais. Et donc dans une autre langue, dans un autre contexte, en quoi est-ce que ce prochain livre sera-t-il différent compte tenu? Alors le tome 1, donc le livre français, déjà il y a beaucoup plus de théorie, il y a du contemporain. C'est quelque chose que je ne ferai pas ou je ne fais pas dans le livre anglais. Ce livre aussi, le livre français, c'est un livre, je le décris souvent comme, voilà, c'est un livre où je fais histoire et politique. Le livre anglais, il ne sera pas histoire et politique, il va faire histoire, surtout histoire, pas de contemporain, pas beaucoup de théorie, et il s'intéresse à comment, depuis ce prisme des fixeurs, en fait, on peut écrire l'histoire littéraire et l'histoire de la traduction autrement. Puisque jusqu'à présent, on a quand même employé les catégories. Là, je peux revenir en fait sur ce que je disais sur la manière finalement diachronique de faire l'histoire, mais on prend les catégories du XIXe siècle, les catégories disciplinaires, esthétiques du XIXe siècle, qu'on emploie pour écrire en continu une histoire littéraire ou une histoire de traduction qui commence au Moyen-Âge. Or, moi,
donc je vais maintenant prendre le prisme du fixeur, ce dispositif, et je m'efforce en fait à construire, à réécrire, si vous voulez, ou d'offrir une histoire alternative de la littérature et de la traduction à partir de ce dispositif donc, que j'ai développé dans le premier livre, dans le tome français, tome 1. Et vous venez de nous dire ce que la langue fait au livre en pratique. Je voulais poursuivre ce sillon et vous demander ce que votre plurilinguisme, fait à votre travail d'historienne et est-ce que ça influence vos pratiques professionnelles? Je pense que la langue amène avec elle tout un tas de choses. Ce n'est pas une question uniquement de parler plusieurs langues ou écrire dans plusieurs langues. La langue, ce n'est pas uniquement une capacité linguistique. La langue, c'est aussi tout ce qu'on connaît des coutumes, de l'histoire, de tout ce qui vient, en fait, dans cet ensemble qu'on dit être la langue. Donc moi, étant croate, vivant et travaillant aux États-Unis, mais considérant que la France est ma demeure intellectuelle, je me déplace en fait entre trois domaines riches en histoire, qui, on pourrait dire, sont représentés par les langues que je parle. Mais en fait, ça veut dire que je suis dans un constant passage d'une position à l'autre, hein, parce qu'on n'est pas, même si je suis la même personne, on le sait très bien, c'est bien pour ça qu'on a besoin d'un fixeur quand on est sur un terrain qui n'est pas familier, c'est qu'il y a certains codes. Alors, je ne dis pas que je me recode à chaque fois que je change de contexte, mais c'est ce que la langue nous oblige à faire. Et donc, je suis dans une position permanente, on va dire, de passage et de triangulation, mais c'est le fait que ça ne soit pas uniquement binaire, mais en fait ternaire, me permet à chaque fois d'aiguiser entre on va dire, deux pôles, deux extrêmes, une troisième position qui est, on va dire, modifiée des deux côtés à chaque fois. Et c'est de cette manière-là que je dirais que mon travail de médiéviste, finalement, dans cette spatialisation entre les États-Unis, la Californie, la France et la Croatie, dans cette spatialisation et dans cette triangulation, je dirais que c'est dans ces trois pôles que s'incarne finalement mon travail de médiéviste. C'est-à-dire que le travail de médiéviste est la temporalisation de ce que c'est parler depuis aujourd'hui, depuis le contemporain, sur une période révolue. Il m'est possible, grâce à cette triangulation, grâce à cette spatialisation, finalement, de construire ces dispositifs et de les travailler dans le contraste, dans la rencontre, dans la différence, dans l'aiguisement, en fait, de ces dispositifs les uns contre les autres. Et vous dites à plusieurs reprises dans votre livre que la question de la langue et de la traduction cache plus généralement la question de l'expertise. Et je voulais savoir si vous pouviez un peu nous préciser cette idée forte que vous transmettez. Oui, les fixeurs sont invisibilisés et pour une raison simple, c'est-à-dire que donc on ne veut pas d'intermédiaire, on veut un rapport direct, on ne veut pas que la langue soit compliquée. On aimerait plutôt que la langue soit transparente finalement, qu'elle soit l'outil, qu'elle fasse son boulot de nous permettre de communiquer, de nous exprimer et qu'il n'y ait pas de problème après, qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il n'y ait pas de sous-entendu, qu'il n'y ait pas de polysémie, qu'il n'y ait pas... Voilà. Que ça soit clair et direct et transparent. Or, la langue, c'est tout un ensemble de choses et non seulement ça, quand on communique, et d'ailleurs je parle aussi de la communication, finalement je parle très peu de la traduction, mais que ce soit une communication de base ou que ce soit une traduction, donc plus ciblée, plus définie, avec des contours mieux définis, mieux circonscrits, que ce soit donc la communication ou la traduction, finalement, il y a toujours le tiers terme. Il n'y a pas que la source et après la cible, l'objet original
et le produit traduit, ça passe par quelque chose. Et ça passe par ce tiers terme, le traducteur, le fixeur. Et c'est là où je pense la langue, puisqu'elle n'est pas transparente, puisqu'elle n'est pas claire, il y a un travail, on ne peut pas simplement demander à la langue d'être équivalente à elle-même dans une autre langue. Et cette question d'équivalence est justement cette question d'exactitude qui est la norme et même l'exigence absolue pour nous, les modernes, les contemporains. Elle est en fait, d'abord, n'est pas possible parce qu'il y a le passage par le tiers terme, mais deuxièmement, il y a un travail, ce tiers terme fait le travail de la commensuration et pas de simple traduction. Et c'est dans cette, en fait, dans cette manière de prendre la mesure d'une langue et d'une autre qu'il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de commensuration. Le travail que j'ai fait dans ce livre et que je continue à faire, c'est vraiment pour faire comprendre que l'écart, il est là et c'est la condition humaine. Et donc, bien sûr, il faut tendre vers le rapprochement le meilleur possible, mais l'écart est toujours là et l'idée qu'il y aurait zéro méfiance avec les fixeurs ou zéro doute dans les sciences, par exemple, les écarts sont toujours là et éliminer les écarts, malheureusement, ne nous est toujours pas possible puisque c'est la condition humaine. Merci beaucoup, Zrinka Saouliak, pour avoir accepté cette discussion avec la revue Entretemps et pour nous avoir précisé votre discours. Merci. Merci à vous.